Bienvenue à tous, je suis Mathieu Gary, le chargé de projet européen avec Marina Béraud pour la coopérative Petra Patrimonia qui est située à Marseille. Je vous présenterai très brièvement la structure. Nous avons organisé cette rencontre donc, dans le cadre du projet ReSmile que je vous présenterai également et dans le cadre de l'appel à projet pour soutenir des structures d'éducation à l'environnement et de mobilisation des jeunes de la région. Cet appel à projet, nous le lançons en région Provence-Alpes-Côte d'Azur en coopération avec l'Union à part CME, dont la directrice Céline Lelièvre est présente. L'Union à part CME étant par ailleurs un des 9 partenaires du projet ReSmile. Voilà. Donc, je vous remercie tous d'être là. On ne va pas organiser un tour de table en bonne et due forme parce qu'on est un peu trop nombreux pour ça et on risque de manquer de temps. Néanmoins, vous êtes tout à fait libre d'intervenir, de poser des questions. Pour cela, on vous priera simplement de bien vouloir lever la main. Vous avez un petit icône avec une main en bas au bas de votre écran, hein, à côté de l'icône caméra et téléphone. Donc, à partir du moment où vous levez la main, on est prévenu et on pourra vous donner la parole. Par ailleurs, Marina va régulièrement renvoyer sur le chat un petit formulaire Google pour que vous puissiez vous inscrire de sorte qu'on ait la liste de tous les participants à cette réunion. Et enfin, dernière chose, si vous avez la gentillesse de bien vouloir couper votre micro si vous n'intervenez pas. En revanche, si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir votre caméra. On n'a a priori pas de problème de bande passante. Donc, si vous avez une caméra et que vous voulez qu'on vous voit, n'hésitez pas. Bien. Donc, encore une fois, merci à tous d'être là. Je propose de vous faire une petite présentation du projet ReSmile qui nous réunit aujourd'hui et qui est la justification de l'appel à projet que nous lançons. Donc, je vais partager mon écran. Alors, pendant le partage d'écran, je ne vous vois plus. Du coup, Marina, est-ce que tu vois arriver les participants? Non, malheureusement, je crois que je ne peux pas voir. Si jamais je le vois ou je l'entends par un petit déclic, je te je ferai serais peut-être signe. amené à interrompre ma présentation pour faire entrer de nouveaux participants. Là, il y a une personne qui vient de rentrer. Madame Cyr, Natacha Cyr. Voilà, bonjour, bienvenue à vous. On vient juste de commencer. Voilà, donc je fais mon partage d'écran pour vous présenter très brièvement les objectifs du projet ReSmile. Je suppose que vous voyez mon écran. C'est bon? Vous voyez l'écran? Oui, tout à fait. Ok, merci. Donc, le projet ReSmile, je m'interromps tout de suite pour faire rentrer quelqu'un. Voilà, hop, je reprends. Le projet ReSmile, donc disais-je, est un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme de partenariat euro-méditerranéen, le programme ENI CBC Med en anglais. En français, c'est le programme IEV, Instrument européen de voisinage, coopération territoriale méditerranéenne. Ce programme est un programme européen, donc à l'initiative de l'Union européenne, qui engage une coopération avec les pays dits voisins, c'est-à-dire les pays proches de l'Europe, les pays amis de l'Europe, mais qui n'ont pas vocation à rentrer dans l'Union européenne. Donc, tous les pays, ou quasiment tous, du pourtour méditerranéen sont membres de ce programme voisinage, bassin méditerranéen. Et donc, il y a une enveloppe financière d'environ 130 millions d'euros qui a été mise en œuvre pour soutenir des projets de coopération. Notre projet ReSmile fait partie de ces projets soutenus dans le cadre d'un appel à projet qui a été lancé maintenant en 2018 et nous avons été retenus en 2019. Donc ce projet ReSmile, c'est un projet qui a pour but d'améliorer l'inclusion sociale et professionnelle des jeunes méditerranéens autour du développement durable.
Quelques mots sur l'origine du projet. Donc, vous connaissez bien le contexte, en particulier au sud de la Méditerranée, mais on peut dire que dans une peut-être moindre importance, on est également touché en Italie, en France, en Espagne ou en Grèce. La difficulté d'accès à un emploi équitable pour les jeunes, évidemment davantage les jeunes qui sont sans diplôme, mais également les jeunes diplômés qui sont très touchés par le chômage, en particulier dans les pays du Sud, mais également en Italie, en France, en Espagne, et avec vraisemblablement des difficultés encore accentuées par la situation du Covid-19. Donc un risque de marginalisation économique et sociale. Et par ailleurs, des enjeux dans le domaine du développement durable extrêmement forts, que ce soit la question des changements climatiques, la question des déchets, la question du tourisme durable, la question de la biodiversité terrestre ou marine en Méditerranée, la question des risques naturels. Il y a des gros enjeux en matière d'environnement qui nécessitent d'importants investissements, mais qui sont potentiellement créateurs d'activités et d'emplois, en particulier au niveau des communautés locales. Sur les territoires, il y a des besoins en matière d'amélioration des politiques de gestion de l'eau, des déchets, en matière de potentiel de création d'initiatives dans le domaine du tourisme durable. Et l'objectif du projet, c'est de faire en sorte que les jeunes sur les territoires soient mieux armés pour pouvoir créer leur activité, bénéficier des créations d'emplois dans ces domaines de la croissance verte et bleue. Donc, le projet ReSmile, qui signifie en anglais Rethinking Employment and Social Inclusion for Mediterranean Young People through Sustainable Development. En français, repenser l'emploi et l'inclusion sociale des jeunes méditerranéens à travers le développement durable local. Donc, notre projet s'articule autour de 3 grandes actions, ce qu'on appelle dans le jargon du programme voisinage des groupes de tâches. 3 grandes actions qui sont d'une part renforcer l'éco-citoyenneté des jeunes dans le domaine de l'environnement, les pousser à agir en faveur de l'environnement, les pousser à s'engager dans leur communauté sur des sujets environnementaux. En particulier, les jeunes les moins qualifiés, les jeunes qui sont le plus en situation de fragilité sociale, économique, et qui ont tendance à se replier souvent sur eux-mêmes, à ne pas se sentir intégrés dans leur communauté. Donc l'idée, c'est de mieux outiller les structures d'accompagnement de ces jeunes et de mieux outiller les jeunes eux-mêmes pour qu'ils puissent être des citoyens plus actifs. Excusez-moi, pendant ce temps-là, je fais rentrer une nouvelle personne. Voilà, le premier axe du projet. Le deuxième axe du projet, c'est la formation concrète de terrain, c'est mettre les jeunes, et en particulier les moins qualifiés d'entre eux, en situation de se former concrètement à travers des chantiers écoles, à travers des ateliers de travail concrets, se former par l'action, se former en agissant, en contribuant à répondre aux besoins des territoires méditerranéens. J'en reparlerai tout à l'heure. Et le troisième axe de travail, c'est l'appui à la création d'activités par et pour les jeunes au travers d'un réseau de 6 éco-incubateurs que nous allons développer dans le cadre de ce projet. Voilà, quelques mots sur le cadre du projet. Nous avons démarré le 30 août 2019, ça fait déjà un moment. Nous avons eu un démarrage, comme vous pouvez l'imaginer, assez perturbé par la situation du Covid-19 qui nous a empêchés notamment d'engager les mobilités qui étaient prévues. Donc nous sommes en retard, mais nous serons amenés à, j'espère, avoir une prolongation au-delà du 29 août 2022, qui est la fin effective du projet. Le budget du projet, c'est 2,197 millions d'euros. Il manque la virgule, hein, mais rassurez-vous, ça n'est que, c'est déjà pas mal, mais 2,197 millions d'euros avec une subvention européenne de 1,98 millions d'euros. On a un partenariat diversifié avec 9 organisations partenaires. Donc Petra Patrimonia, qui est une coopérative d'activité et d'emploi, donc un incubateur coopératif pour la création d'entreprises, dont le siège social est à Forcalquier et qui se situe à Marseille et à Toulon.
Nous avons 2 associations actives dans le secteur de l'éducation environnementale, donc l'Union Apart CME, dont Céline, la directrice, est présente aujourd'hui, et l'association tunisienne ARE d'éducation à l'environnement qui se situe à Hammamet. 2 organismes de formation, une université en Tunisie, donc nous avons le plaisir d'avoir avec nous Yosra Sbaïs, qui est l'une des enseignantes actives dans ce projet, et l'Université jordanienne des sciences et techniques, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui est aussi un partenaire actif. Une association de jeunes leaders et de jeunes entrepreneurs en Tunisie, la JCI, dont nous avons plusieurs membres aujourd'hui dans cette conférence. Une association de développement local au sud Liban, qui s'appelle l'ADR, et 2 organismes d'inclusion sociale et de formation pour les jeunes, à Meschi en Campanie en Italie et CFLC en Ligurie en Italie. Un petit mot donc sur les 3 axes du projet. D'une part, le développement durable comme moteur du renforcement de la citoyenneté des jeunes, et en particulier des jeunes qui sont sans emploi et sans formation. Leur intégration sociale et leur intégration dans la communauté. Donc, l'objectif du projet, c'est de soutenir des organisations méditerranéennes en charge de l'inclusion et de la citoyenneté des jeunes pour les aider à être plus actifs dans le secteur de l'éducation à l'environnement, y compris également renforcer des coopérations entre des opérateurs de l'éducation à l'environnement et des opérateurs des politiques de jeunesse, de l'insertion des jeunes. Développer des ressources pour ces structures d'inclusion des jeunes. Nous allons mettre en place un portail et soutenir des projets innovants. Et c'est l'objectif de notre rencontre aujourd'hui, puisque nous ouvrons un petit appel à projets qui s'ouvre en même temps dans tous les pays méditerranéens partenaires du projet, donc en Tunisie, au Liban, en Jordanie et en Italie, en plus de la France, de la région sud, qui ciblera donc des organismes de jeunesse et des organismes en charge de l'éducation à l'environnement. Marina aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, et Céline également. Donc le web portail qui va être ouvert sous peu a pour objectif de capitaliser des ressources pédagogiques, de les mettre à disposition des organisations méditerranéennes actives dans le secteur de la citoyenneté des jeunes et de l'insertion des jeunes. Et donc cet appel à projet que nous lançons, dont je ne vous parle pas maintenant et dont on vous parlera un peu tout à l'heure. Les autres axes du projet, je vais très vite, c'est donc, comme je vous l'ai dit, la formation des jeunes avec 2 axes. D'une part, des chantiers écoles qui vont être ouverts, nous l'espérons, à partir du mois de juillet 2021, si la situation sanitaire nous permet des mobilités transnationales et des échanges de jeunes à travers la Méditerranée et l'Europe, mais également 24 missions de volontariat de 2 mois pour que des jeunes volontaires soient accueillis dans des associations et des entreprises et des institutions actives dans le domaine de l'environnement sur les différents territoires partenaires du projet. Donc, il s'agira de leur offrir une première expérience professionnelle, une première inclusion dans une structure. L'objectif, dans le cadre de ces activités de formation, c'est de permettre à plus de 200 jeunes français, italiens, tunisiens, libanais et jordaniens de bouger, d'aller se former, d'agir sur le terrain et de revenir avec une expérience concrète de courte durée, mais néanmoins concrète et qualifiante pour être plus actifs ensuite sur le marché de l'emploi dans le domaine du développement durable. Et enfin, le 3e axe, permettre à des jeunes de développer leur activité comme travailleurs indépendants ou créateurs d'entreprises autour de l'environnement, avec la création donc de 6 incubateurs, 6 éco-incubateurs, qui vont à la fois fournir un espace d'accueil, de travail, recevoir et accompagner des porteurs de projets, évaluer leurs besoins en formation et leur proposer des formations sur mesure, leur apporter une expertise technique en fonction de projets, leur offrir du mentorat avec le soutien de jeunes retraités, anciens professionnels et experts dans le secteur de l'environnement, et évidemment soutenir la mise en réseau entre tous ces éco-incubateurs. Notre objectif, c'est d'accueillir au moins 60 projets d'entreprise portés par des jeunes, et j'espère plus, sur les différents territoires partenaires. Voilà.
j'ai été vite sur la présentation du projet. Je suis à votre disposition pour pouvoir éventuellement répondre à des questions si vous le souhaitez. Vous pouvez tout à fait intervenir en levant la main, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le biais du petit icône lever la main en bas. Et donc, on peut se dire, voilà, je suis prêt à répondre à des questions s'il y en a, et ensuite, on passera la parole à Marina et Céline pour présenter l'appel à projet que nous lançons aujourd'hui. Pas de questions? Eh bien, écoutez, je peux demander directement à Marina et Céline donc de présenter l'appel à projet. Très bien. Alors, je vais partager l'écran. Voilà, vous allez me dire si ça s'affiche bien. Vous voyez mon écran Oui, Marina. En plein écran? Très bien. Donc, comme l'a expliqué Mathieu, dans le cadre du projet ReSmile, donc on est sur l'axe de sensibilisation des jeunes au développement durable dans les structures dont on va parler. Donc, je vais vous présenter, moi, plus particulièrement l'appel à projet méditerranéen de sensibilisation et d'action des NIDS au développement durable. La date limite de candidature, je vous le rappelle directement ici, elle est au 15 juin. Alors, donc, comme l'a présenté Mathieu, il y a 12 projets qui vont être soutenus au total dans cet appel dans les différents pays. Mais nous, en France et sur la région Sud-PACA, ça sera 2 projets. On a prévu d'avoir un projet par territoire éligible. Si vous avez eu accès à l'appel à projet, vous avez déjà vu qu'on a réparti les territoires. Et du coup, c'est parce que l'UAC suivra le projet qui se situe en Alpes-de-Provence, Haute-Alpes ou Vaucluse, et Petra Patrimonia prendra le projet qui est situé en Bouches-du-Rhône, Var ou Alpes-Maritimes. On a mis 2 projets si ces projets-là ont une subvention de 8 000 €. La subvention peut aller entre 4 000 et 8 000 € en fonction de la demande. Donc, si ce sont des projets qui demandent une subvention de 4 000 €, on pourra du coup accueillir plus de projets. Alors, pour qui? Donc, l'appel est complètement ouvert au niveau des organisations éligibles. On a quelques éléments qu'il faut respecter, mais c'est très ouvert. On peut être plusieurs organisations à participer en même temps. Donc, il y a un demandeur principal et des co-demandeurs. Et donc, le demandeur principal doit bien répondre aux différents critères que je vais vous énoncer maintenant et que vous voyez à l'écran. Donc, tout d'abord, être une entité légale qui a au moins 2 ans d'existence, être sans but lucratif, donc une ONG, un organisme public, autorité locale, organisme de formation, etc. Être actif au moins dans l'un des champs suivants, donc de l'inclusion sociale, de la formation des jeunes, entre 18 et 29 ans, de la jeunesse ou de l'éducation à l'environnement. Être établi en France en région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Être directement responsable de la préparation et de la gestion de l'action, donc avec les co-demandeurs, c'est-à-dire ne pas avoir d'intermédiaires, de prestataires, et avoir au moins 50% de son activité dans ces domaines d'inclusion sociale, de formation des jeunes, de jeunesse et d'éducation à l'environnement. Le projet qui doit être déposé, ça doit être un projet qui est sur une durée d'au moins 1 mois et qui ne doit pas dépasser 3 mois. L'action, donc on reviendra au calendrier tout à l'heure, mais l'action, elle pourra se dérouler à partir du 1er juillet et jusqu'au 30 octobre 2021 en fonction de la durée prévue. Les types d'actions, donc on s'est concentré sur une thématique qui est vraiment se concentrer sur la découverte et la mise en valeur de l'environnement et du développement durable auprès des jeunes, et particulièrement des NIDS. Donc, les NIDS, ce sont donc des jeunes entre 18 et 29 ans qui ne sont pas en études, pas en emploi, ni en formation.
afin de les sensibiliser au développement durable. Ça peut être aussi les faire des actions et donc les rendre acteurs sur la thématique. On a des actions par contre qui ne sont pas éligibles, donc si ce sont des actions que d'achat de matériel ou d'équipement, des études ou des préfigurations d'actions ou des développements de cours universitaires par exemple qui sont donc pas dans l'éducation non formelle, ces actions ne sont pas éligibles. On a donc on vous donne un peu des types d'activités qui pourraient être amenées à être soutenues. L'idée, c'est que ça soit de toute façon des actions citoyennes qui mobilisent des jeunes sur les questions de développement durable. Ça reste très large. Sur le web portal donc, dont a parlé Mathieu tout à l'heure, qui est toujours en cours de construction, mais sur lequel on retrouve déjà quelques activités, il y a une base de données en fait, d'outils éducatifs qui ont été recensés, qui sont déjà à disposition. Je vais vous présenter très rapidement la plateforme tout à l'heure et vous mettre le lien dans le chat, comme ça vous pourrez y avoir accès. En tout cas, vous pouvez vous inspirer de ces activités ou les intégrer si vous faites un programme, par exemple, de sensibilisation pour les jeunes en ayant diverses activités, dont celle-ci, mais vous pouvez aussi, bien sûr, proposer vos propres activités et ressources que vous avez l'habitude d'utiliser. Alors, juste pour vous montrer... Voilà, donc la plateforme, quand on met le lien actforyourplanet.eu sur les activités, on arrive sur cette page qui sont en fait les ressources pédagogiques qu'on a inventoriées avec Resmile. On les a réparties en 4 secteurs, et dans chaque secteur, on va retrouver des activités, donc je vous laisserai les découvrir, mais voilà, des activités. Alors pour l'instant, elles ne sont pas toutes traduites, vu que c'est encore en cours de construction. En tout cas, voilà, des activités sur comment préserver l'eau au quotidien, du recyclage de papier, le jardinage en bas de l'immeuble, le lombricomposteur, ce genre de choses que vous pourrez découvrir au fur et à mesure. En tout cas, elles sont disponibles ici si vous souhaitez vous en prémunir. Quelques exemples d'activités qui peuvent être financées. Après, encore une fois, c'est très large, donc on est preneur de toute idée. Alors, on a listé un petit peu ici. Je vais laisser Céline en parler. Est-ce que tu veux que je lise d'abord la liste, ou bien tu peux, Céline, directement Je peux directement, oui, commencer oui, à lire la liste et pour échanger avec vous. L'idée, c'est des pistes pour que vous puissiez mener des projets. Vous êtes totalement libre, comme l'a dit Marina. Je reviens juste sur un petit point important, c'est le public cible, les NEETs. C'est vraiment du 18-29 ans, comme on vous l'a indiqué, et en situation de non-travail, clairement. Donc, c'est très, très important. C'est pas, c'est vraiment la période de l'été qui est assez favorable pour mener à bien ce genre d'activité. On vous propose comme activités qui peuvent être financées dans le cadre de cette subvention des campagnes d'information sur le développement durable. Alors des campagnes d'information avec des supports papier si vous le souhaitez, ou avec des animations que font eux-mêmes les jeunes ou pour les jeunes. Dans les 2 cas, c'est possible. Construire et expérimenter des outils éducatifs que les jeunes ont eux-mêmes conçus et vous les mettez en pratique, ou de vous inspirer des outils qu'on a mis à disposition sur la plateforme. De mettre en œuvre des actions éducatives dans les écoles menées par des jeunes. Alors, c'est les jeunes en situation d'inclusion sociale qui mènent ses propres expérimentations dans les écoles. La cible, c'est pas le public scolaire. Mise en place d'un service collectif dans le domaine du développement durable, par exemple planifier, organiser et mettre en œuvre la gestion de déchets ou les transports comme de l'écomobilité. Quelque chose qui fonctionne bien, c'est les pédibus, par exemple, ça peut tout à fait être ça. Mais toujours mené par les groupes de jeunes. C'est pas qu'une étude, il faut qu'il y ait une action qui soit mise en valeur à l'occasion du projet que vous présentez. Sûrement d'autres possibilités, je vois qu'on a quelques associations littorales autour de la conférence. Ça peut être aussi des actions menées dans le cadre de la sensibilisation à des éco-gestes littoraux, des éco-gestes méditerranéens, dans un objectif de sensibiliser. Des actions qui doivent être menées par les jeunes. On est toujours dans cette action-là où on les met en situation d'acteurs et d'apprentissage. Ils sont au cœur du projet.
Nous, en tant que structure, on est là pour les accompagner, les guider, leur mettre des ressources à disposition, mais on n'est pas là pour faire à leur place. C'est très important dans votre écriture d'appel à projet. Qu'est-ce que je peux compléter peut-être? Dans le budget était indiqué que c'est surtout du temps de projet. Contredisez-moi s'il y a un souci, Marina ou Mathieu, mais s'il y a besoin d'achat, de petits achats pour mener à bien le projet, ça rentre dans l'appel à projet, mais il ne faut pas que le centre de votre projet soit de l'investissement ou l'achat de matériel et accessoirement un petit peu de projet. Il faut que ce soit C'est pour ça à la marge. qu'on parle de matériel consommable. Hein. On ne Tout à parle fait. pas Ouais. d'équipement Voilà. ou d'infrastructure, encore moins. Bon, après, vu les budgets en jeu non plus, il n'y a pas non plus matière à faire des gros investissements, mais tout ce qui peut être éventuellement du petit matériel, De l'impression de papier, des flyers, s'il y a des cartons, de campagnes, je l'impression de pensais. flyers, des choses Voilà, comme ça. Ouais. ça rentre dans le projet. Ouais. On va y revenir, mais en effet, sur les coûts éligibles, on en a listé dans l'appel, et puis en effet, bon, il y a par contre des coûts qui sont, eux, inéligibles, mais en tout cas, par exemple, en termes de coûts, il y a des frais de personnel, des frais de déplacement, de communication, comme l'a dit Céline, matériel consommable, des petits équipements, etc. Par contre, en coûts inéligibles, on a une petite liste dont tout ce qui va être dette, frais de service, provision pour perte, la TVA si elle n'est pas récupérable, voilà, achat de terrain ou de bâtiment, bon, a priori avec le montant, voilà, prêt à des tiers. C'est pas une subvention de fonctionnement, on est bien d'accord. Hein. C'est Voilà. bien une action spécifique d'action à mettre en œuvre. Hein. Voilà. Alors, je continue, puis on peut ouvrir la discussion après si vous voulez qu'on échange un peu sur le type d'activité. Simplement pour vous dire que l'évaluation de la candidature, donc il y a une grille d'analyse du jury qui est disponible sur les sites de diffusion de l'appel. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les critères, mais simplement pour vous dire qu'il y a donc 100 points qui vont être attribués en fonction de plusieurs critères, dont la capacité financière et opérationnelle de la structure, la pertinence du projet, la conception de l'action, l'approche de la mise en œuvre, la durabilité de l'action en termes de pérennité, d'impact sur les jeunes, et puis au niveau du budget et du rapport coût-efficacité de l'action. Je voulais aussi signaler que le type de subvention, c'est un remboursement de frais. Donc, c'est à l'issue du... Alors, il y aura un fonctionnement d'une attribution au début d'un montant, puis à la fin, en fonction du rapport financier. En tout cas, la subvention, elle couvre 90% au maximum des coûts de l'action. Donc, il y a 10% du budget au minimum qui seront donc couverts par le demandeur, par autofinancement ou par d'autres financements qui ont été déjà perçus ou qui seront perçus. Donc, je ne reviens pas sur les coûts. Les documents à compléter, vous les trouvez sur les deux sites. Je vous mettrai aussi dans la conversation tout à l'heure les liens. Donc, il faut remplir le formulaire de demande de financement, le budget. Il y a une déclaration de minimis à remplir. C'est une déclaration sur les revenus, etc. Et l'annexe D, qui est un formulaire de consentement au niveau de la protection des données personnelles. Voilà. Voilà. Pour finir, vous pouvez envoyer donc votre candidature, vous l'envoyez à ces 3 emails, c'est bien si on a tout en même temps. Si jamais c'est une candidature pour Alpes de Haute-Provence, Haute-Alpes et Vaucluse, en tout cas, il faut qu'il y ait à minima Céline Lelièvre qui fera partie du jury pour l'Union à part CME. Et puis, dans les Bouches-du-Rhône, Var et Alpes-Maritimes, Mathieu Carré et Marina Béraud. Tous ces éléments, vous les avez dans les lignes directrices. Vous les retrouvez. Puis de toute façon, vous pouvez aussi nous envoyer des mails de questions si nécessaire. Donc n'hésitez pas. Le calendrier indicatif, donc je vous ai dit tout à l'heure que la date limite de dépôt des demandes, c'est le 15 juin. Les demandes d'information doivent se faire au maximum jusqu'à 5 jours avant la date limite de soumission. Donc
avant le 10 juin, et puis on s'engage à répondre avant le 11 pour que vous puissiez ensuite terminer votre dépôt de demande avant le 15. Nous informerons les candidats des résultats de l'évaluation le 25 juin, et une notification publique de l'attribution sera faite le 30 juin. Voilà, j'ai fait le tour des éléments que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si Céline ou Mathieu ont quelque chose à ajouter. Moi, je veux juste rassurer, enfin, à la fois expliquer et rassurer sur le degré de formalisme que les choses prennent, parce que c'est vrai que quand on est obligé de rentrer dans un degré de formalisme relativement important qui n'est pas forcément à la mesure des habitudes qu'on a et des financements en jeu, mais qui nous est imposé par la Commission européenne, par le programme voisinage, puisqu'il s'agit de la redistribution de subventions publiques, en fait. Donc, il y a, mise bout à bout dans les différents pays, il y a près de 50 000 € de subventions qui vont être redistribuées à travers de cet appel à projet. Donc, on est malheureusement obligé de rentrer dans ce degré de formalisme. C'est pour ça qu'on impose des critères qui peuvent vous sembler un peu absurdes au regard des sommes en jeu, mais bon. Après, on est à votre disposition, même si c'est une compétition ouverte, hein, donc voilà. Et on n'a pas d'a priori. On est à votre disposition pour éventuellement discuter de vos idées, de votre projet, aujourd'hui et après aujourd'hui. Vous pouvez prendre contact avec nous, comme Marina vous l'a indiqué, non seulement pour indiquer, enfin pour poser des questions pratiques liées à vos éventuelles candidatures, mais si vous voulez même tester l'éligibilité d'une idée d'un projet avant de rentrer dans la logique de soumission de la candidature, n'hésitez pas à nous contacter. On vous répondra autant qu'on peut, et l'objectif n'est pas que vous travailliez pour rien. Si vous avez des doutes, autant qu'on lève ces doutes ensemble avant que vous puissiez répondre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à ajouter en ce qui me concerne. Moi, je voulais juste compléter sur le public cible, parce qu'on a tendance, si on vous a invité autour de cette visioconférence aujourd'hui, c'est parce qu'on vous a identifié comme structure potentiellement intéressée, et que le public cible que l'on vise, c'est aussi des personnes en situation de handicap. Quand on parle d'inclusion sociale, ce n'est pas que sans diplôme ou sans emploi, il y a aussi personnes en situation de handicap, voilà, et qui sont sans emploi a fortiori. C'est important à préciser parce que plusieurs structures ont été informées par ailleurs et ont pris connaissance de l'appel à projet et qui correspondent et qui accueillent ce type de public. Voilà. Merci Céline pour ces ajouts. On peut ouvrir donc maintenant aux questions, échanges, répondre à vos interrogations. Voilà. Alors Frédéric Poidenot, allez-y, je vous en prie. Oui, bonsoir et merci pour cette belle proposition. Plein d'idées qui se viennent dans la tête assez rapidement. Question toute simple, faire travailler des jeunes, est-ce que ça va appliquer un salaire pour ces jeunes? Et donc une ligne bien identifiée dans la réponse à proposer, ou est-ce que c'est d'autres formes? Voilà, une question pour mieux comprendre un petit peu ce qui est attendu sur ces jeunes sans emploi. Est-ce qu'il faut leur donner un salaire justement pendant ces 2 mois d'été pour que justement ils aient un emploi? Ou au contraire, c'est d'autres formes? Voilà, pour mieux comprendre ce qui est attendu. Alors, je me lance, je dirais que c'est pas forcément l'objet d'avoir une indemnisation des jeunes, mais vraiment d'être plus sur la sensibilisation, donc voilà, les faire être acteurs ou en situation d'apprentissage. Cela dit, est-ce que les indemnités seraient quelque chose qui serait refusé dans l'appel? Non, s'il s'agit de salaire, même sur un CDD, même sur, c'est éligible, puisque l'appel peut permettre de prendre en charge du salaire. Donc, on pensait plutôt au salaire des animateurs, des chargés de mission en place qui allaient activer l'action, mais il peut aussi s'agir éventuellement de confier une mission d'animation à 1 ou 2 jeunes pour encadrer, accompagner un groupe plus large de jeunes. On est quand même sensible au fait, et vous aurez l'occasion de l'exprimer dans l'appel, dans votre réponse à l'appel, au fait qu'on souhaite qu'il y ait quand même un nombre significatif de personnes qui soient touchées par l'action. Donc, ça ne peut pas se limiter à 1 ou 2 jeunes.
Mais néanmoins, il peut y avoir, pourquoi pas, la décision de confier 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de boulot à l'un de ces jeunes, et dans ces cas-là, de faire remonter le salaire sur le budget du projet. Il n'y a pas d'interdiction a priori. Oui. Et en effet, donc Céline a répondu à la question par rapport aux personnes en situation de handicap, toujours entre 18 et 29 ans, oui, en effet. Toujours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? questions? Oui, Frédéric à nouveau. On a encore une. Vas-y. Est-ce que ces jeunes peuvent être des volontaires civiques? Tout à fait. Et tu Merci. peux même faire remonter l'indemnité de volontaire en cofinancement. D'accord. Merci. Autre question? Non, on a déjà fait le tour, on a déjà bien répondu à toutes les questions possibles. Oui, allez-y. Bonjour, Pablo Rocha, je suis président de l'association Symbiose. Quand vous parlez de sensibilisation, et du coup, comme vous avez parlé de personnes qui pouvaient être sous handicap, du coup, il y aura des limites dans les actions qu'on peut mener, par exemple des sorties en mer, des actions qu'on peut faire aussi sur le littoral. En ce qui concerne mon association, c'est plus ça sur lequel on est actif. Donc, c'était plutôt une question vis-à-vis de ça pour la sécurité, sachant qu'on a des sauveteurs en mer dans l'équipe et des formateurs premiers secours. Mais c'est plus pour la gestion ensuite, dans le cadre de l'action, savoir si c'est possible ou pas. Alors, les limites, si vous voulez, il y a une première limite, c'est est-ce que c'est autorisé par la loi ou pas, enfin, en matière de ratio, d'encadrement, etc. Surtout si… Alors, a priori, nos jeunes, les jeunes qui sont visés sont des jeunes majeurs, notamment pour simplifier les choses en matière d'encadrement. C'est pourquoi Céline a évoqué tout à l'heure la limite de 18-29 ans. Hein. Nous, ce qu'on aurait tendance à dire, c'est que grosso modo, si vous respectez, s'il n'y a pas de souci par rapport à la réglementation, et si le budget vous permet de prendre en charge des ambitions que vous auriez, on n'a pas de filtre a priori. Hein. C'est à vous à fixer. Évidemment, compte tenu des budgets qui sont quand même relativement modestes et compte tenu des délais de mise en œuvre qui sont relativement serrés, on va quand même vous pousser à être sur des projets qui sont réalistes, ambitieux, mais pas non plus trop, non, pas non plus trop. Donc, il y a un équilibre à trouver, mais c'est à vous de trouver cet équilibre. Nous, là-dessus, on ne vous interdit rien a priori. Je compléterai ce que dit Mathieu en disant que faut que votre réponse soit pas tournée dans la sortie en mer de personnes handicapées, mais bien dans la découverte et la sensibilisation de ces mêmes personnes dans le milieu marin et l'outil que vous utilisez est donc la découverte avec le bateau. Voilà, c'est que l'objectif in fine, ce soit pas que la balade en mer, qui est un vrai objectif d'éducation au développement durable et à l'environnement dans votre réponse, qu'on le perçoive bien. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Alors, on a deux questions, là, l'une de l'école de la deuxième chambre. Est-ce que cela peut concerner la mise en place d'une formation préparatoire à destination des NEETs? Alors, si vous pouvez répondre, Céline, Marina. Je veux dire, pardon, le terme de formation préparatoire, il ne faut pas que ce soit sous forme de, je dirais, de conférence, de version un peu universitaire, mais plutôt d'atelier de formation. Si vous pouvez couper votre micro, l'école de la deuxième chambre. Oui, pardon, désolée. Pas de souci, que votre réponse soit bien sous forme d'atelier formation. C'est pas ce terme-là qu'on attend. On n'est pas là pour les former au sens leur donner du savoir et des connaissances, mais bien de la sensibilisation, des ateliers de prise en main. Il faut bien que les jeunes soient au cœur de l'action, qu'ils soient pas passifs, hein, qu'ils soient bien acteurs de leur apprentissage. Juste, si je peux préciser ma question. Alors, nous avions deux idées pour cette action. La première, c'est effectivement d'organiser tout au long de l'année des actions de sensibilisation en lien avec nos partenaires. Par exemple, tout ce qui est nettoyage des calanques, des plages, des ateliers de sensibilisation en lien avec le département,
autour de, par exemple, des coraux, pas mal de choses diverses et variées en ce sens. Ça, c'était une première chose. La deuxième, par formation, on entend un parcours, une sorte de filière d'une durée, par exemple, de 3-4 mois, pendant lequel on va préparer les jeunes à intégrer un métier de la transition énergétique. Et donc ça ferait, dans ce parcours, dans ce programme, il y aurait à la fois des ateliers pratiques. On travaille avec des plateformes comme par exemple ici Marseille, comme Delta Durable, avec plein d'autres structures de ce type. Mais on travaillerait aussi avec des entreprises du territoire pour proposer des stages pratiques d'une durée de 2 à 3 semaines et des modules spécifiques en fonction du projet professionnel choisi par le jeune. Voilà. Et donc, en fait, je voulais savoir si ça pouvait être aussi intéressant pour vous ou si c'est complètement à côté de la plaque. Je me lance, Marina, vous me complétez ou me contredisez? Oui. Dans ce cadre-là, je pense que c'est pas éligible à l'appel à projet parce que les NIT subissent, c'est pas le mot, mais sont passifs et vous leur donnez une formation. L'objectif du projet que l'on souhaite financer par le projet européen, c'est bien que les jeunes fassent eux-mêmes quelque chose. Donc, ce serait eux qui devraient organiser la formation et donner la formation et pas eux qui la reçoivent. Par contre, le premier exemple que vous avez donné sur nettoyage de rivières, etc., ça, c'est quelque chose qui peut être éligible en mettant l'accent sur le côté, on va dire, éducatif et l'objectif de nettoyer une rivière en dehors de ramasser les déchets, par exemple. Mais l'objectif est bien de comprendre d'où va le déchet, par exemple, et l'objectif pédagogique que vous mettez derrière. Mais là, pour moi, la formation telle que vous nous la présentez n'est pas éligible au projet. D'accord, merci. Par contre, pour nuancer un tout petit peu ça, si dans le cadre de cette formation que vous mettez en place, vous souhaitez établir un outil pédagogique avec les jeunes sur un jeu, par exemple, sur un jeu pour développer du diagnostic énergétique ou je dis n'importe quoi, ou calculer l'empreinte carbone d'un bâtiment, le processus pédagogique, le processus d'animation qui consisterait à travailler avec les jeunes pour construire une ressource, et votre ressource s'intégrant alors dans votre projet de formation de 4 mois, ça c'est éligible. Donc ça peut être une sous-partie de votre projet éducatif dans lequel vous proposeriez aux jeunes d'être acteurs de l'élaboration d'un outil, d'une ressource, d'une démarche, d'un questionnaire, d'un atelier pour, par exemple, faire de la sensibilisation aux économies d'énergie à l'échelle d'un groupe de logements sociaux à Marseille ou que sais-je encore. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de construire le projet avec et pour les jeunes, pas de délivrer une formation au sens classique du terme, mais ça peut très bien être une logique de formation-action. Il y a un deuxième bémol aussi par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est les délais de mise en œuvre. On est sur des délais de mise en œuvre qui sont courts, hein, c'est 3 mois maximum, Marina, hein, c'est ça ? Voilà, entre 1 et 3 mois pour l'action. Donc, si vous faites un programme de sensibilisation, ça ne peut pas être tout au long de l'année, mais ça peut être sur un calendrier resserré de 3 mois maximum. Voilà, si ça répond à vos questions. Merci beaucoup. Oui, c'est très précis. Merci. Alors, on avait une autre question. Qui détermine la qualité de NITS? Est-ce que c'est la mission locale? Donc, en fait, la définition de NITS, c'est vraiment donc des jeunes. Alors, nous, pour ce projet-là, on a pris 18-29 ans. C'est vrai que des fois, la classe d'âge n'est pas toujours la même en fonction des sources. Nous, sur ce projet, on est vraiment sur du 18-29 ans. Et donc, des jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation, qu'elle soit continue ou professionnelle. Voilà. Alors, que les choses soient claires, nous, on ne va pas vérifier les pièces justificatives de chacun des jeunes que vous allez embarquer dans les projets.
On va faire une liste effectivement des éventuelles pièces qui pourraient être utilisées en cas de contrôle, en cas de vérification, mais on va quand même a priori essayer de vous faire confiance. L'objectif, c'est que vous mobilisiez des jeunes qui sont ni dans l'emploi ni en formation. On ne contrôlera pas a priori. Par contre, on sera peut-être amené à contrôler a posteriori au moment de la finalisation du projet et du versement des crédits. Parce que nous-mêmes, on sera contrôlé par la Commission européenne, par l'autorité de gestion du programme voisinage. Donc, essayez d'être attentif à ça, mais vous n'êtes pas obligé. On n'est pas comme sur le Fonds social européen. On ne va pas vous demander pour chaque jeune une attestation Pôle emploi, une attestation RSA ou que sais-je encore. Alors, le groupe de jeunes à partir de 10 personnes. Je disais, je peux peut-être parler directement. Oui, oui. Donc, la question, c'était, le groupe, ça peut être, oui, une dizaine de personnes. Nous, voilà, moi, je situerais bien quelques structures qui pourraient être intéressées par ce type d'appel à projet. Par contre, la taille du groupe, je pense que c'est important que je puisse leur transmettre les bonnes infos. Donc, ça va être à partir de… En fait, la question, c'est à partir de combien est-ce que ça fonctionne? Alors nous, on n'a pas de minimum ou de maximum de personnes. L'idée étant que voilà qu'on ait, oui, en effet, plusieurs personnes sensibilisées. C'est difficile de donner un chiffre comme ça. Je pense que ça dépend aussi du type de projet. En général, quand on fait des ateliers de cet ordre-là, on est effectivement autour d'une 10-12 personnes, c'est une moyenne. Ça correspond à l'encadrement généralement qu'on prévoit pour des groupes d'adultes. On peut aller jusqu'à 20, il n'y a pas vraiment de maximum, mais pour qu'un projet soit effectif, c'est minimum 8 et après, ça peut aller jusqu'à 20. Je pense que c'est un bon ordre pour donner de l'ampleur au projet et surtout qu'il y ait un sentiment de cohérence. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on peut répondre? Non, pas d'autres questions sur les éventuelles activités à mener, etc. Très bien. Bon, si tout est clair, je pense qu'on en arrive du coup à la fin de notre rencontre d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. Si vous le voulez bien, je vais vous mettre un lien pour un petit questionnaire d'évaluation de cet événement. Voilà, si vous voulez bien le remplir. En tout cas, on reste du coup à votre écoute. Si vous vous êtes bien inscrit via le lien qu'on vous a transmis en début d'événement, on a vos emails et donc vous pouvez, nous on va envoyer du coup les documents de l'appel à tout le monde et puis la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement. Voilà, on y répondra dans les meilleurs délais. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à relayer autour de vous. Hein. Aussi. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. 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 Au revoir.